troisième exposé donc, de Yves Dallery. Yves a commencé sa carrière au CNRS, en parallèle avec 3 ans de recherche aux États-Unis, notamment comme chercheur au MIT. Puis après avoir été directeur de recherche au CNRS, il est passé professeur à l'École centrale Paris, où il est en particulier directeur exécutif de la chaire Supply Chain, qui comprend 5 industriels cette fois-ci. Et en même temps, mais c'est inscrit sur son premier slide, il est associé au sein du cabinet Diagma, qui est un cabinet spécialisé en Supply Chain Management. Merci. Tu as 20 minutes. Je serai d'autant plus vigilant. Parfait. Merci beaucoup. Merci Yannick. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir pour partager une vision que je vais appeler Supply Chain, j'espère complémentaire de tout ce que vous avez vu et entendu depuis ce matin. Donc je vais prendre un angle d'attaque un petit peu différent et je vais présenter un petit peu la vision ou le recul que je peux avoir, soit par les activités de recherche que j'ai menées depuis plusieurs années et puis aussi par la vraie vie du terrain où on mène des missions de conseil sur cette optimisation globale de la supply chain. Voilà. Alors, je vais commencer par replacer un petit peu cette notion de supply chain globale que je pense que vous connaissez tous, mais pour amener cette première question d'impact de compétitivité. Et puis après, je vous montrerai un petit peu les thématiques de recherche, ou en tout cas les enjeux, défis, en particulier au niveau de la recherche, qui me semblent intéressants de mener de mon point de vue. Voilà. Alors, voilà ce qu'on appelle supply chain. Alors, souvent en français, on va dire chaîne d'approvisionnement, chaîne logistique. J'ai toujours un petit peu du mal parce que on a du mal à traduire ce thème supply qui fonctionne très bien en anglais, de chaîne complète de création de valeur que je vous ai représenté ici sous une vision évidemment extrêmement simplifiée de fournisseurs les plus amont jusqu'à un client final que je vous ai mis plutôt en consommateur B2C, mais on peut avoir le même genre de présentation avec des visions supply chain qui conduisent à des produits d'échange B2B type avion ou autre, et vous voyez l'ensemble des acteurs qui vont participer, d'usines de transformation amont, continu, process, puis de fabrication de composants jusqu'à l'assemblage du produit fini. Et puis, ça fait déjà un grand nombre d'acteurs, évidemment beaucoup plus que ceux qui apparaissent sur ce petit slide. Et puis, la vie ne s'arrête pas, c'est un petit peu l'un des messages clés de cette vision globale supply chain, c'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas à la sortie de l'usine. L'enjeu, c'est bien d'amener, souvent la citation de Toyota, le bon produit au bon moment, au bon client, c'est-à-dire d'amener cette chaîne de valeur complète jusqu'au point de rencontre avec le client. Donc vous allez avoir des entreprises qui continuent à prendre la main, y compris des distributeurs. Et là-dedans, au sens large, vous avez un certain nombre de systèmes de production, les usines dont on a déjà beaucoup parlé, mais si vous promenez un jour dans un entrepôt, c'est un système de production, c'est un système de transformation, comme une usine, peut-être un petit peu moins technologiquement avancée, encore qu'on trouve des choses assez intéressantes dans les entrepôts. Et puis jusqu'au bout de la chaîne, si vous arrivez au point de vente, c'est encore des activités de transformation, de système de production au sens large. Si vous promenez dans un port, si vous allez au Havre, ça n'est rien d'autre qu'un système de production qui demande lui aussi à être conçu, optimisé au même titre qu'une usine et qui concourt aussi à cette chaîne de valeur. Voilà. Autre message sur ce slide, de moins en moins on a cette segmentation entre production amont et puis distribution, c'est-à-dire qu'on va créer de la valeur, y compris sur le produit, sur son conditionnement, de plus en plus en proximité du client, et on a toutes les notions de différenciation retardée. C'est pour ça qu'encore une fois, l'entrepôt devient de plus en plus une usine ou un système de production et de transformation. Dernier point ici, on parle de supply chain, on pourrait parler de manière plus adaptée de supply network, puisqu'évidemment ça se croise dans des secteurs industriels. Si vous prenez l'automobile, si vous allez voir les fournisseurs d'automobiles, à un moment donné vous allez recroiser des secteurs différents. On parlait des semi-conducteurs tout à l'heure, vous allez avoir des usines qui vont à la fois fabriquer des produits électroniques pour votre voiture, mais évidemment aussi pour votre téléphone portable. Même chose si vous allez chez Saint-Gobain Vert ou évidemment dans la sidérurgie. Donc on voit bien un petit peu la complexité, et pour moi l'enjeu, c'est de passer d'une optimisation, on le dit depuis plusieurs années, mais je le vois encore très peu dans les missions que je mène, d'une vraie optimisation locale à une optimisation complète globale sur toute cette chaîne de valeur
Alors, chaîne de valeur, il faut la prendre sur les deux dimensions, celle dont je viens de vous parler, c'est-à-dire des fournisseurs les plus amont jusqu'au client final, et puis sur l'autre dimension extrêmement importante, qui est le cycle de vie produit, donc sur l'aspect de la conception jusqu'aux étapes les plus aval de recyclage que je vous montre ici, où on va parler de logistique inverse. Donc on est vraiment sur une optimisation bout en bout sur ces deux croisements de chaînes de valeur, avec une approche en coût complet. Alors j'ai pris la précaution de mettre des guillemets, j'aurais dû les doubler parce que je ne suis pas uniquement sur la dimension économique, mais on est bien sur la performance globale dont je vais vous reparler derrière, et avec beaucoup d'aspects, des aspects risques évidemment, et puis les aspects fondamentaux dont vous avez entendu parler beaucoup aujourd'hui et qui restent au centre des préoccupations, ou qui doivent être au centre des préoccupations de cet enjeu de compétitivité globale, que sont les aspects sociaux dont on vient de parler à l'instant, et puis derrière les aspects environnementaux dont on a aussi beaucoup parlé ce matin. Voilà. Si vous regardez les chaînes, les entreprises qui sont performantes globalement en supply chain, ou les secteurs qui sont performants globalement en supply chain, il y en a pas mal, mais vous trouverez en particulier certaines entreprises emblématiques que je vais vous citer, qu'on prend souvent comme référence, des Dell, quand il a conçu son business model de différenciation, de personnalisation de ses produits PC. Dell, s'il n'y avait pas derrière la vision supply chain complètement intégrée à son business model, il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. Et vous prenez ces exemples, vous les transposez sur Ikea, vous les transposez sur Zara, qui est une supply chain emblématique de par sa performance. Son business model est complètement intégré à la question de est-ce que je vais être capable de rendre la supply chain globale de ce point de vue-là. Alors, évidemment, c'est complexe. Je vais passer rapidement, je ne vais rien vous faire découvrir. Les environnements sont complexes par le multidimensionnel, les produits, les étapes, les horizons de temps, les zones géographiques, à la fois amont, sourcing et puis les évolutions des marchés. L'environnement incertain, je pense que depuis ce qu'on connaît depuis 2008, je n'ai pas de mal à vous convaincre qu'optimiser une supply chain globalement avec des contextes économiques aussi incertains, c'est difficile, et pourtant c'est là-dessus que luttent les acteurs entreprises, dont on parle beaucoup en ce moment, comme le secteur de l'automobile, qui est évidemment très touché. Et puis, un des angles d'attaque extrêmement important pour moi, sur lequel je vais insister beaucoup dans la suite, c'est ce côté multi-acteur. C'est-à-dire cette chaîne logistique, cette supply chain n'est évidemment pas verticalement intégrée, et d'ailleurs ce n'est pas du tout souhaitable qu'elle le soit. Ça veut dire qu'on va avoir un ensemble d'acteurs avec un fonctionnement décentralisé, avec des objectifs éventuellement a priori pas toujours alignés, et pourtant l'enjeu c'est d'optimiser globalement cette supply chain si on veut rendre performante donc cette supply chain et les entreprises, et rendre compétitives les entreprises qui la composent. Voilà un petit peu dressé. Alors, tout ça, ça existe depuis un petit moment. Il y a des évolutions en cours. Alors, je vais vous en citer quelques-unes parce qu'elles sont intéressantes sur les aspects supply chain, dont certaines assez parlantes, je pense, pour vous. Il y a l'évolution, si on va au bout de cette chaîne, de où est le client, qui est le client, qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il le veut, donc avec l'arrivée du e-commerce, qui même s'il a pris un petit peu de temps à prendre son envol, est maintenant un secteur en pleine croissance. Donc, ça veut dire que vous allez de plus en plus commander sur Internet et vouloir récupérer votre produit où vous voulez, chez vous, dans un point relais, dans un magasin ou dans un drive de magasin. Et puis on voit tous ces acteurs, parce que, à part les pure players, la plupart sont des acteurs maintenant mixtes, et on parle beaucoup de multicanal, de cross-canal. Donc vous voyez, vous allez avoir tous les cas de figure, y compris sur la logistique du retour, qui est extrêmement importante dans ces business, pour que vous laissiez à votre client consommateur le choix d'aller se promener dans ces parcours, d'avoir commandé sur Internet, être livré à domicile, et d'avoir envie de ramener son produit en magasin, parce qu'il n'a pas de frais de retour s'il va le reposer en magasin. Deuxième évolution qu'on trouve avec impact supply chain, alors j'ai pris les exemples les plus simples à présenter, c'est le couplage produit-service, donc on le trouve en particulier dans les deux exemples que je prends là, sur les opérateurs téléphoniques, où on a des supply chains de produits, téléphone portable, dans des entreprises de services que sont France Télécom Orange, Bouygues Télécom, etc.
Et ces gens-là, quand on optimise une supply chain derrière, on n'est pas là, ils ne sont pas là pour vendre un téléphone, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de vendre un service, un contrat, un abonnement sur 24 mois ou autre, et ils ont besoin d'un téléphone derrière. Et le raisonnement qu'on fait derrière du point de vue du pilotage de la supply chain, de la disponibilité produit, ou plutôt de l'impact de la non-disponibilité produit, est clairement différent d'un business où on serait là pour vendre des téléphones. Même chose avec ce que vous voyez sur Internet, votre petite box, Livebox, SFR Box que vous avez chez vous. C'est de la supply chain, et c'est de la supply chain non seulement sur le cycle de vie amont, mais sur de la logistique de retour. Vous savez que ces petites boîtes que vous avez chez vous, vous ne les possédez pas, elles font partie de votre abonnement, elles sont mises à disposition. Ça veut dire que si vous désabonnez, ils vont venir la récupérer, vous allez la renvoyer, et ils vont en général d'abord essayer de la remettre en condition pour la remettre dans un circuit. Donc ils vont vous fournir un autre abonné qui va arriver la semaine suivante ou 15 jours après la même Livebox qui était chez vous, parce qu'elle a les mêmes fonctionnalités. Ils ont le terme anglo-saxon « as good as new », c'est-à-dire que du point de vue de la fonctionnalité, c'est comme si elle était neuve, mais elle n'est pas neuve. Donc il y a toute une boucle de retour de ce type-là. Et puis après, évidemment, si elle n'est pas réutilisable, vous allez aller jusqu'aux aspects recyclage dus aux réglementations très fortes dans ce domaine. Voilà, et puis d'autres évolutions, on a parlé beaucoup des cycles de vie produits, c'est un impact extrêmement fort sur les supply chains, hein, quand on conçoit ou quand on pilote une supply chain où on a un cycle de vie produit de 5-6 ans, ça n'a plus rien à voir si on est sur 1 ou 2 ans, et encore moins sur des produits très saisonniers, mode. Et si vous allez chez Zara, l'exemple que je vous prenais, où ils ont des cycles de vie où 6 fois dans une saison ils font tourner leurs produits, c'est évidemment des cycles de vie extrêmement courts, et le pilotage de supply chain est évidemment encore plus important. Lieu de création de valeur ajoutée, j'en ai déjà parlé, hein, donc où est-ce qu'on va créer cette valeur ajoutée? Et là, il y a beaucoup de transformations qui sont en train de se faire pour se rapprocher des marchés, pour retarder les risques, pour personnaliser au plus près, pour avoir des délais très courts par rapport aux clients. Et puis, des enjeux réglementaires dont on a déjà parlé ce matin. Je citerai l'exemple de la logistique urbaine, hein, cette chaîne de valeur que j'emmenais tout à l'heure sur mon petit schéma jusqu'au client final. On va avoir de plus en plus de contraintes réglementaires dans les grandes villes, ça a commencé dans certaines, et à l'échéance de 5 ans, toutes les grandes villes du monde vont avoir mis des restrictions extrêmement fortes sur le fait que des camions puissent ou pas rentrer, petits, gros, électriques, etc., à telle heure de la journée ou à telle heure de la nuit, et ils vont forcer les acteurs de ces supply chains à, ce qu'on va voir après, à mutualiser leurs flux pour pouvoir globaliser et avoir des impacts réduits en termes d'environnement et en termes d'embouteillage dans ces grandes villes. Donc ça, c'est des enjeux évidemment essentiels. Alors les défis à relever, défis en termes d'entreprise, mais défis aussi derrière pour nous en termes de recherche, d'accord. On a besoin, hein, quand on parle d'optimisation globale, on voit bien à peu près ce qu'il y a derrière, mais en termes d'approche et de méthodologie globale, interdisciplinaire, hein, donc qui tire parti de tous les domaines dont on a parlé ce matin, sciences de l'ingénieur, sciences de gestion, et économique et de gestion, sciences humaines et sociales, tous ces aspects, voire psychologie. Comment est-ce qu'on va essayer de piloter au mieux cette supply chain? Alors je vous ai mis en premier, parce que ça reste très fort dans le monde de l'entreprise, évidemment les enjeux économiques, qui sont différents suivant les entreprises, sont différents suivant les étapes de cycle de vie produit, dont certaines, comme la gestion du cash et de la trésorerie, sont en train de devenir prépondérantes et d'étrangler certaines de nos entreprises, y compris certains de nos fleurons de l'industrie automobile qui, sur le long terme, seraient certainement pertinentes et rentables par certains choix qu'ils font, mais qui sont à un moment donné étranglés par ce pilotage de flux de trésorerie. Les enjeux socio-environnementaux, puis je vous ai mis le contexte multi-acteurs, avec très souvent, quand on fait de l'optimisation globale de la supply chain, ces enjeux à réconcilier entre essayer d'avoir une vision planifiée, organisée, avec des gains de productivité là où on peut en faire, de l'efficience, et puis laisser des degrés de flexibilité le plus possible, de la réactivité, parce qu'évidemment les choses bougent très vite et ça ne sert à rien de planifier si on n'est pas capable d'avoir la réactivité derrière. Donc on essaye de trouver un petit peu le meilleur de ces demandes. Alors je vous ai mis un slide un petit peu plus sur
sur mon domaine de sciences de l'ingénieur, où là, on a besoin de recherche, de développement d'outils. Je vous ai mis 3 classes d'outils et de méthodes d'aide à la décision, et surtout pas de méthodes qu'on va mettre dans un outil pour appuyer et pour prendre les décisions, mais on a besoin de prendre du recul sur ces problématiques complexes de supply chain. Donc de l'optimisation avec, alors j'ai mis le terme optimisation stochastique, peu importe les domaines exacts qui sont derrière, mais vous voyez bien, c'est je veux optimiser, j'optimise dans l'incertain, et ça c'est extrêmement compliqué, donc il y a des challenges extrêmement importants. Quand on se confronte aux autres dimensions, et en particulier l'environnement, et qu'on commence à mélanger de l'économique et de l'environnement, c'est pas évident du tout. Alors, sauf à ramener l'environnement via des euros, mais c'est pas toujours et même pas souvent la bonne approche. Donc, on a envie de pouvoir se poser des questions de décision en ayant vraiment une double vision avec des critères en parallèle. Il y a toute la théorie de la décision et de l'optimisation multicritère. Et puis, troisième volet que je vais redétailler un tout petit peu plus après, tous les outils de multi-acteurs qui viennent du monde économique et qu'on commence à utiliser beaucoup dans le pilotage global de la supply chain, c'est-à-dire la théorie des jeux compétitifs, coopératifs, suivant les cas de figure. Ok. Voilà. Derrière, on va optimiser ces supply chains aussi avec des évolutions technologiques. Alors, je ne reparle évidemment pas parce qu'on a beaucoup parlé des évolutions technologiques, des systèmes de production dont vous avez beaucoup parlé ce matin et des procédés de production. Mais sur l'aspect comment optimiser, comment collaborer, comment travailler mieux ensemble. Donc il y a évidemment tous les aspects comment je fais pour être dans 2 entreprises différentes ou de multiples entreprises différentes à différents endroits du monde et travailler sur l'optimisation globale de ma supply chain. Donc c'est des systèmes d'information, de communication, de l'interopérabilité. On a des évolutions, je pense que vous avez vu venir l'évolution majeure pour le coup de rupture technologique qui est en train de se mettre en place où les systèmes de suivi et de traçabilité qui étaient principalement faits avec des codes barres sont en train de se transformer avec ce qu'on appelle des petites puces RFID qui vont permettre de suivre beaucoup mieux et de tracer beaucoup mieux l'ensemble de ces chaînes logistiques et de les optimiser beaucoup mieux. Donc c'est une rupture qui est en train de se mettre en place, qui arrive plus lentement que prévu, que vous verrez au niveau des produits, en tout cas les produits de grande conso dans un petit peu plus longtemps, mais que vous commencez à voir dans beaucoup de produits à la FNAC ou dans les produits de confection et que vous voyez sur les contenants, sur un certain nombre de véhicules de cette supply chain, et puis des technologies évidemment plus classiques sur quand on veut être réactif, quand on fait de la livraison urbaine et qu'on organise, il faut évidemment avoir des outils de pilotage de type GPS. Voilà, alors je fais mon focus, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je voudrais vraiment insister là-dessus sur l'aspect collaboration, coopération entre les acteurs de la chaîne logistique. Encore une fois, toutes ces chaînes sont par essence non verticalement intégrées, et c'est très bien comme ça. On a même des entreprises de taille très petite qui vont intervenir dans la chaîne logistique. L'enjeu, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire travailler tout ce beau monde ensemble, coopérer pour que mon objectif de performance globale soit atteint et que chacun y retrouve son compte, puisque c'est bien un enjeu de la collaboration et de la coopération. Donc je vous ai mis un essai de démarches sur lesquelles évidemment on travaille, et on n'est pas les seuls, hein, mes collègues des États-Unis et d'Europe travaillent aussi beaucoup là-dessus, d'essayer de se poser la question, si je prenais ma chaîne logistique et si j'enlevais temporairement les casquettes des différents acteurs et les paramètres économiques ou environnementaux sur lesquels eux ont envie de se mettre des objectifs, est-ce que je saurais définir comment j'aurais envie de faire fonctionner cette chaîne logistique, comment je l'optimiserais, comment je prendrais ou pas des risques, et puis après, comment est-ce que je peux, via ce qu'on appelle la coopération, des contrats de collaboration, mettre en place des mécanismes pour que la chaîne logistique multi-acteurs fonctionne assez proche de cette situation que j'ai optimisée et comment chaque acteur, évidemment, peut en trouver des gains. Et je vous ai mis quelques exemples de coopération, donc coopération et jeu vertical, donc dans une relation client-fournisseur, où vous allez optimiser sur une chaîne entre celui qui produit et celui qui distribue, globalement prendre des décisions conjointes d'optimisation et prendre des contrats de collaboration pour travailler ensemble.
Et puis même chose sur des acteurs qui sont au même niveau horizontal dans une supply chain, qui sont éventuellement même concurrents et qui par moment dépassent tout ça pour arriver à mieux optimiser. Alors quelques exemples concrets de ces formes de collaboration. Une forme de collaboration assez simple, c'est le partage d'informations. Alors simple sur le papier, parce qu'évidemment quand on va dans la vraie vie et qu'on propose à tous les acteurs de cette chaîne de partager l'information, on retrouve évidemment les barrières habituelles de concurrence et de compétition entre les entreprises, donc ça prend du temps. À titre indicatif, Walmart, qui est le numéro 1 mondial de la distribution américain, depuis au moins une dizaine d'années, donne toutes ses sorties de caisse à tous ses fournisseurs. C'est-à-dire qu'en temps réel, les fournisseurs connaissent ce qui a été vendu dans tel supermarché, de tel ou tel hypermarché, sur tel produit chez Walmart. D'accord ? J'animais une formation l'autre jour avec un grand de la distribution en France que je ne citerai pas, et la discussion est venue là-dessus. Et évidemment, il y a quelqu'un qui a la première réflexion qui est venue, mais ça a de la valeur, donc on va le faire payer. Donc vous voyez les antagonismes entre je partage parce que je pense que je veux optimiser mieux globalement, et puis ça a de la valeur, donc la première chose que je vais faire, c'est le faire payer à mon fournisseur pour que je trouve un intérêt économique à partager l'information. Vous voyez qu'il y a des cultures à dépasser. Engagement, réservation dans l'automobile, si vous alliez dans ceux qui connaissent, quand vous discutez dans l'automobile, les fournisseurs seraient ravis qu'on leur dise écoute, je vais te prendre tel volume entre un min-max et qu'on le tienne derrière et qu'on prenne des engagements et qu'on arrive à fiabiliser un petit peu ces contraintes plutôt que de leur dire des choses qui bougent énormément. Le partage de risques. Sur des chaînes logistiques jusqu'à la fin et jusqu'à la non-rencontre du client si vous êtes sur des produits saisonniers. Et puis, plus logistique physique, ce dont on parle beaucoup actuellement, c'est comment mutualiser des transports, des entrepôts, pour que économiquement ça soit plus rentable, et aussi du point de vue environnemental, qu'on n'ait pas des camions qui aient des taux de remplissage de 30, 40, 50%, mais des camions beaucoup plus remplis pour optimiser mieux cette chaîne logistique. Voilà, donc je vous montre juste rapidement, je ne vais pas le détailler, mais j'ai pas mal travaillé avec une entreprise extrêmement intéressante de ce point de vue, parce qu'elle est à la fois intégrée et pas intégrée. Une entreprise d'un groupe qui s'appelle Oxydan. Alors Oxydan, ça vous dit peut-être rien, mais si je vous dis Decathlon, vous allez comprendre beaucoup mieux. C'est extrêmement intéressant comme cas d'étude parce que Oxydan, c'est un groupe qui a du retail, donc de la distribution, c'est ce que vous voyez quand vous allez chez Decathlon, qui a l'équivalent d'un Nike, c'est-à-dire ses marques passion, les Quechua, Wedze et autres, et qui a une troisième boîte, parce que c'est plusieurs, une troisième boîte de business unit qui s'occupe plutôt de la conception des matériaux de base et qui pilote les usines, qui est le troisième acteur. Et puis en plus, ils n'ont pas eux leurs usines, c'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs extérieurs. Donc on est dans un cas d'étude absolument très intéressant, où on va piloter, et où on pourrait se dire c'est une entreprise qui est au-dessus, appartient au même groupe, donc ça va être facile. Ben, pas du tout, parce qu'ils ont une culture extrêmement décentralisée, de business unit extrêmement indépendantes, et on retrouve les enjeux, alors avec le petit avantage quand même qu'il y a bien quelqu'un en haut qui à un moment donné peut faire des arbitrages, mais on retrouve les enjeux d'alignement qu'on pensait ne pas avoir avec une entreprise comme ça. Donc on les a aidés à réfléchir là-dessus, comment mélanger leur sourcing, etc., etc. Donc il y a des problématiques très intéressantes. Je le cite dans cet exemple-là, mais vous prenez l'industrie automobile, vous prenez d'autres industries, vous allez retrouver les mêmes problématiques. Voilà, je conclue très rapidement, mais je crois que je vous ai donné déjà tous les mots-clés. Vision globale supply chain, qui à mon sens, en plus évidemment de tous les points que vous avez évoqués ce matin, est un des enjeux de la compétitivité des entreprises dans le monde et en particulier des entreprises sur le sol français. Performance globale, collaboration, coopération, on a parlé de tous les aspects sociaux et environnementaux. Changement de culture. Vous voyez que si on est dans la culture des années 90 où on disait c'est un fournisseur, de toute façon je vais lui mettre la pression, il va baisser les coûts, et en plus moi je ne m'intéresse qu'au coût d'achat, je ne cherche pas à savoir la chaîne de valeur complète, c'est évidemment pas avec des approches comme ça que vous allez progresser, et ça on sent que c'est en train de changer, donc c'est le bon moment, avec tout le niveau défi que je vous ai cité avant. Voilà, je termine juste, je mentionne juste un think tank qu'on a lancé à l'école centrale avec l'association des centraliens en lien avec FAPIX. FAPIX,
C'est la partie française de l'association internationale APIX, qui est sur le domaine de la supply chain, basée aux États-Unis et qui travaille sur ces réflexions des enjeux de la supply chain du futur. Merci beaucoup.